Promutuelle Assurance est fier de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons de la pisciculture et pour ce faire, nous visitons deux régions parce que les pisciculteurs sont plutôt rares en capitale nationale. Donc, nous allons voir François Guillemette de la pisciculture Jacques-Cartier à Cap-Santé dans Port-Neuf et également Benoît-Michel Béhic qui se retrouve du côté de Charlevoix aux éboulements. Donc, je vous souhaite une bonne émission et surtout, prenez plaisir à découvrir cette production plutôt originale. Vous savez, l'idée d'élever du poisson, c'est pas nouveau. En fait, ça remonte à pratiquement 6000 ans. Et oui, on en avait des bassins de pisciculture assez rudimentaires quand même, mais c'était quand même l'idée en Égypte et également en Chine ancienne. Éventuellement, c'est un procédé qu'on va décider d'implanter un peu partout dans le monde parce qu'on se rend bien compte que c'est pratique pour les populations notamment qui n'ont pas accès direct aux cours d'eau pour s'approvisionner directement avec la pêche. Mais au Québec, il y a un souci particulier parce que, un peu comme tous les peuples qui étaient sous l'égide de la religion catholique, on avait cette préoccupation-là de manger du poisson puisque le calendrier liturgique prévoyait à peu près la moitié de l'année de jours maigres. Alors, c'était potentiellement des jours où on allait se tourner davantage vers le poisson. C'est ce qui fait que cette nourriture-là était particulièrement essentielle. Mais c'est seulement à partir des années 1850 qu'on va avoir l'idée d'implanter des piscicultures ici au Québec. Au départ, ce sont des piscicultures privées qui vont être vraiment destinées à la villégiature, aux gens qui font de la pêche sportive dans les pourvoiries. Donc, on va ensemencer des plans d'eau pour ces gens-là. Mais éventuellement, au 20e siècle, on va voir apparaître les premières piscicultures commerciales avec de l'omble de fontaine, par exemple, pour la consommation humaine. Alors là, on va vraiment avoir un approvisionnement dans les supermarchés et ça va permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir acheter du poisson frais à l'année. Parlez-nous tout d'abord l'historique de l'entreprise. Comment ça a débuté ici? Bien, l'entreprise ici a été fondée en 99. On a commencé à bâtir en 99. Ici, c'était une forêt en 99 et puis on a déboisé puis on a commencé à bâtir. Ça a pris environ 2 ans et demi là, à monter l'entreprise au complet. Et puis, on est en exploitation là, depuis ce temps-là. Là. Ça va faire maintenant 15 ans là, qu'on produit et qu'on livre du poisson là, dans la province de Québec. L'entreprise, c'est comme un outil de travail. Il faut apprendre à travailler avec. Il faut connaître notre eau aussi, ce qu'on est capable de faire avec notre eau, ce qu'on n'est pas capable de faire, ce qu'on peut élever, ce qu'on ne peut pas élever, nos limites de température et tout et tout. Donc, c'est sûr qu'au début, on a fait des erreurs de débutants comme tout le monde. On a appris de nos erreurs. Puis là, maintenant, on a une bonne recette, là, je te dirais. Okay. On sait comment de poissons mettre par lac, quelle espèce, quelle grosseur et tout et tout, là. Donc, maintenant, je pense on est sur un mode de croisière, si tu veux, là, et ça va vraiment bien au niveau de la production. On sort notre 18 tonnes là, de poissons qui sont produits ici là, par année, là, quand même assez bien. Ici, on pompe de l'eau dans l'ancien lit de la rivière Jacques-Cartier, d'où le nom de la pisciculture Jacques-Cartier. À vol d'oiseau, la rivière Jacques-Cartier est à environ 2 km environ d'ici. C'est quand même pas très loin. Et puis, à l'époque de la dernière glaciation, la rivière de la Jacques-Cartier coulait ici. Là, donc, on est comme dans le lit, on va chercher notre eau dans l'ancien lit de la rivière Jacques-Cartier. Pour décrocher, il faut vraiment que je me sauve d'ici pendant plusieurs jours avant que là, je me mette à penser à d'autres choses qu'à mes poissons, qu'à la gestion de toute la paperasse, de la gestion des employés, de tout ce qui peut arriver et tout et tout. Le deuxième grand défi, c'est vraiment de produire le poisson.
Comme OK. je te mentionnais, c'est quand même relativement facile à vendre, mais c'est quand même difficile à faire. C'est un job de tous les jours. Faut pas lâcher 2-3 jours parce que le poisson va te le faire savoir Ouais. assez rapidement aussi. Ouais. Là. C'est pas mal ça. Ça prend une conjointe assez patiente puis Ouverte à ça. assez ouverte à ça parce que des fois, je peux dire « Ah, je vais faire un tour, je suis là 15 minutes de temps, puis je reviens à la maison 2 heures plus tard. » Mais ça, c'est ça. Elle m'a connu, j'étais comme ça, donc c'est accepté. Moi, de mon côté, aussitôt que j'ai du temps libre, je le consacre entièrement à ma famille là, pour compenser, pour compenser les semaines et les mois que je ne suis pas très là. C'est pas mal comme ça, mais je trouve qu'on est arrivé à un bon compromis quand même. Je suis de plus en plus bien entouré aussi. J'ai des employés, j'ai Jessie, j'ai Cédric Champagne qui sont là, qui me permettent justement de pouvoir décrocher de temps en temps. Parce que, bien, comme vous le voyez, ça prend vraiment une surveillance permanente, mais je ne pourrais pas rester 7 jours sur 7 pendant tous les mois à ne faire que ça. Là, je pense que la famille en prendrait un certain coup. Il faut sortir de temps en temps, faire voir d'autres choses, se changer les idées. Là. Ici, c'est un incubateur. On l'appelle un incubateur à tiroir tout simplement parce que ça ressemble à des tiroirs. Il y a différents autres types d'incubation. Nous, on travaille avec cet incubateur-là parce que ça nous permet de bien séparer nos lots d'œufs. Chaque tiroir est cloisonné. Donc, on peut avoir un lot d'œufs qui est ici, qui est différent de celui-là, et ainsi de suite comme ça. OK. Puis, je te dirais que depuis quelques années aussi, c'est de vivre avec toute la nouvelle réglementation d'un bord puis de l'autre qui nous arrive de différents ministères et tout, de se battre pour nos acquis aussi, ça c'est pas évident, de se battre ou d'argumenter sur des décisions qui vont affecter directement la santé financière de notre entreprise et par le fait même ma santé financière à moi. Et psychologique aussi. Psychologique, c'est très, très dur. Là. Les problèmes financiers, psychologiquement, sont vraiment très, très durs. Là. Donc, quand on arrive avec des décisions qu'on trouve plus ou moins logiques, qu'on sait que ça va avoir un impact, là, c'est dur d'en décrocher. OK. C'est quoi, ça pousse? En tournant, là, de même, ça se crêpe, là. Ah, OK. Puis tu vois, ça nourrit les poissons. C'est comme ça qu'on nourrit les poissons. OK. Donc, on fait le cycle vraiment au complet qui va partir de l'incubation, l'alvinage des petits bébés, l'engraissement de ces petits bébés-là, par la suite dans les étangs extérieurs, tout l'aspect vente avec les clients aussi. Après ça, tout l'aspect de transport et ensemencement de ce poisson-là, là, je dirais qu'en résumé, c'est rapide, là, mais c'est vraiment comme ça. On part de l'œuf, puis cet œuf-là va nous suivre des fois 1 an, 2 ans, 3 ans en poisson et va être ensemencé au bout de la 3e ou de la 4e année. L'étape ultime, c'est de le mettre dans le camion de transport, de partir puis d'aller le porter chez le client. J'ai tout le temps quand même un grand plaisir à mettre mon poisson dans l'eau, dans les lacs, puis de les voir partir comme ça. Même après 15 ans, même après des centaines et des centaines et des centaines de tonnes de poissons ensemencés. Ce bout-là, quand je mets mon poisson à l'eau puis que je le vois partir, c'est comme le point final. Là, je me dis, là, ta job est faite, c'est parfait, là, je suis content de ça. Salut les filles. Eux autres, ils sont presque prêts. Si tu vois encore, là, on est capable de voir encore la petite bedaine. Mais il y en a qui sont plus... Il y en a qui sont plus pâles que d'autres. Là, c'est peut-être bien des poissons qui ne verront pas, qui finiront pas le vie. Là, si tu on veux, le là, voit, parce que les petites bedaines. c'est ça, tu vois les petites bedaines, là, il en reste encore. Là. Il y en a qui n'ont presque plus. C'est ça, il y en a qui en ont presque plus. Là. Donc là, ce poisson-là, on peut dire qu'il serait prêt à être transféré dans les bassins suédois. Là, quand on va les transférer dans les bassins suédois, ils vont encore avoir tendance à rester sur le fond en grande majorité. Là, une journée, tu vas arriver, il y en a une dizaine qui est en train de nager. Le lendemain, bien, ça va être 50, 60, 100, ça évolue vite, 1000, 1000, jusqu'à peu près à 50, 70 % où tous les poissons nagent. Là, on va commencer à les alimenter.
que la moulée, regardez, je vous elle est plus grosse que l'autre bord. Hein, oui, oui, ça c'est un mélange de 1 mm et de 2 mm parce que ces poissons-là sont quand même rendus assez gros. Bien, nous autres, notre production est destinée, je te dirais, majoritairement, même à 100 au marché de l'ensemencement. Donc, puis le marché de l'ensemencement, c'est pour la pêche sportive. Donc, les clients veulent avoir un poisson qui mord pour satisfaire leur clientèle, pour que leur clientèle soit heureuse et revienne. Donc, le fait d'élever les poissons dehors dans un habitat qui peut ressembler le plus possible à un lac naturel va permettre aux poissons d'être plus adaptés quand on va l'ensemencer dans un lac, parce que ce poisson-là va déjà avoir vu des insectes, va déjà avoir vu des températures chaudes comme on a là, du soleil, des nuages, des prédateurs, va déjà avoir vu l'hiver, la pluie. Donc déjà, quand on le met dans un milieu naturel, il est beaucoup moins déstabilisé. En étant moins déstabilisé, l'envie de se nourrir puis de mordre, en réalité, va être beaucoup plus rapide que si je l'avais pris dans un bassin intérieur où je l'avais toujours gardé à la même température, à la même éclairage. Puis là, je l'avais pris d'un jour à l'autre, je le mets dans un milieu naturel. Ça, il prend beaucoup plus de temps à se revirer de bord, si tu veux. Cet étang-là, c'est ce qu'on appelle l'étang de premier eau. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on a vue couler à l'intérieur de la pisciculture finit ultimement par se rendre dans cet étang-là, qui est notre premier étang d'élevage. C'est l'étang qui a l'eau la plus propre, puis c'est l'étang qui se garde le plus froid, même durant l'été. Donc, on a mis de la truite moulac dans cet étang-là, des bébés de truite moulac dans cet étang-là, parce que c'est des poissons qui ont besoin d'eau froide. Comme la truite grise, ils ont besoin d'eau froide. Il filerait beaucoup moins bien si on les mettait dans la dernière étang où là, l'eau s'est réchauffée à mesure qu'elle transite d'un étang à l'autre. Donc, les plus fragiles et ceux qui ont besoin d'eau le plus froid vont aller dans la première étang. Et puis par la suite, bien, les plus coriaces vont s'en aller dans les étangs 2, 3 et 4, ensuite de ça. Ce qui va faire en sorte que la production peut peut-être encore un petit peu diminuer, c'est vraiment la relève. C'est comme une entreprise agricole, c'est comme une ferme laitière. Acheter une entreprise piscicole, ça prend les reins vraiment, vraiment solides. C'est une entreprise qui est risquée, qui fait peur aux investisseurs. Donc, c'est ça qui freine beaucoup la vente de petites ou de moyennes entreprises. C'est ça, c'est que la personne qui veut s'embarquer dans ça doit déjà avoir financièrement les reins assez solides parce que le financement ne vient pas facilement. Ce que j'aimerais faire, c'est vraiment maintenir les acquis qu'on a là. Et puis, continuer pas mal là, dans la même lancée qu'on est là. Je pense que j'ai trouvé un bel équilibre entre le travail, la famille et tout. On a une clientèle vraiment fidèle que j'essaie de maintenir d'année en année. Non, j'aimerais ça. On est sur un mode de croisière là, qui fait mon bonheur, qui fait le bonheur de Pierre, mon associé aussi. Puis, je pense qu'on va essayer de passer après tout ce qui nous arrive d'un peu partout. Là. Mais être capable de passer au travers de ça puis continuer à vendre notre poisson, là, ça serait... je pense que c'est pas mal notre objectif, là, effectivement. Bon, ben merci beaucoup, M. Ça me fait plaisir. Merci. Alors, bonjour, bienvenue à l'Auberge de Canard-Huppé dans ses cuisines. Philippe, le chef et l'aubergiste. Aujourd'hui, on vous cuisine la truite. Très simple. Ingrédients, donc, sel, poivre, agrumes, échalotes, ail, tout simple, tout bon, tout frais. Ça nous prend donc pour débuter un filet de truite. Évidemment du Québec, le plus possible, qu'on va assaisonner. N'ayez pas peur de mettre du sel, vous allez perdre environ 75 % dans la marinade. Un peu de poivre du moulin. J'ai dit un peu, mais au goût. Je le tapoche un peu pour que ça colle bien comme il faut le plus possible sur notre poisson. Donc, jus d'agrumes. J'ai un petit récipient ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déposer le tout à l'intérieur. Dans un monde idéal, vous le mettez sous presse avec un autre contenant, vous allez gagner encore du temps. Sinon, un bon 12 heures au frigo pour permettre que la saumure, soit les agrumes,
monte dans la truite. Donc, on réfrigère le tout. Ce qui devrait nous donner ceci. Donc, la truite qui est marinée. En attendant, on va se faire des petits suprêmes pour accompagner le tout. Donc, vous savez tous sûrement comment faire des suprêmes. Si vous ne le savez pas, ben, vous êtes en train de le voir. Par la suite, c'est toujours la première qui est un peu plus difficile. Couteau coupant aussi, si possible, ça l'aide. Donc, une fois que la première est faite, on suit les nervures. Donc, notre truite qu'on a fait mariner, qu'on va trancher, puis par la suite, on va les déposer dans le fond de notre assiette, accompagné de nos agrumes. Donc, notre assiette ronde, on va faire un contraste. On va aller se faire une ligne, bien important de le mettre dans le bon sens, on va se faire une ligne rectangle pour qu'il y ait un peu plus de contraste. J'avais gardé un petit peu de jus qu'on va verser dessus. Et ça va faire aussi continuer la saumure. Après ça, échalote qu'on cisèle. Que je vais mélanger avec un peu d'échalote. Poivre du moulin. Un soupçon d'ail. De l'huile d'olive. On amalgame et on va aller disposer sur notre truite. Donc, pour terminer, secret de chef. Ça, il y a juste ici, vous pouvez l'avoir, mon saumon fumé. Donc, moi, ce que j'aime bien faire pour mes clients, pour accompagner ce plat-là, une brunoise de saumon fumé maison. Vous pouvez aussi mettre le propre, celui que vous trouvez en épicerie, mais ce ne sera jamais aussi bon qu'un artisanal, le mien ou un autre. Et voilà donc, truite marinée aux agrumes. Bon appétit! En fait, ici, c'est une entreprise qui existait déjà. C'était sous le nom de Pisciculture Smith. Moi, l'année passée, dans le courant de l'été, j'ai su que l'entreprise était à vendre. Donc, à ce moment-là, je l'ai racheté. C'est une entreprise qui avait déjà plus de 30 ans d'expertise. Donc, moi, j'ai fait une offre d'achat et j'ai acheté à partir du 1er septembre l'année passée. Donc, ça va faire un petit peu plus d'un an que je suis propriétaire. Donc, c'est ça. C'est une entreprise qui avait quand même déjà un bon background. Puis moi, je l'ai pris puis j'essaie de l'amener à un niveau un peu supérieur. Mais il y avait tellement déjà des bonnes bases que c'était encourageant. Mais là, toi, tu as décidé de reprendre cette ferme-là. Tu arrives de où pour avoir envie de faire ça? Bien, moi, en fait, je suis natif de la Rive-Sud de Montréal. Donc, je me suis un peu expatrié pour venir ici. C'est sûr que j'avais déjà des attaches dans le coin du Mont-Saint-Anne, donc je connaissais bien la région. Fait que mon background, c'est un peu ça. J'ai travaillé quand même un bout de temps de ma vie à Montréal, mais j'ai aussi étudié en région. J'ai étudié en Gaspésie à ce moment-là quand j'ai suivi mon cours en aquaculture. Fait que j'avais déjà un peu touché au monde de région, puis c'est ce que je recherchais. Je suis un gros passionné de poisson, surtout au niveau de la table, au niveau de la pêche aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment une continuité, puis c'était une question de plaisir à faire. Moi, je trouvais que c'était un mode d'élevage, première chose qui n'était pas tant connu que ça, qui avait de la place sur le marché pour un bon développement. Puis moi, à mes yeux, c'était un endroit où il allait avoir beaucoup de croissance. Donc au niveau entrepreneurial aussi, je trouvais ça intéressant. Donc c'est un peu ces raisons-là qui m'ont poussé à me lancer là-dedans. Et là, depuis le début que tu es arrivé dans le milieu de la pisciculture, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile présentement? Bien, je pense que c'est quelque chose qui est typique à tous les agriculteurs, c'est le fait qu'on a un petit peu
un boulet d'attacher au pied. En fait, même quand j'ai acheté, avant de signer les papiers d'ancien propriétaire, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit « Mon plus beau plaisir, c'est de m'enlever mon boulet, puis ma chaîne, puis de le mettre au mollet. » Donc ça, je te dirais que c'est un petit désagrément, mais c'est pas grand-chose comparativement à tout ce que tu gagnes. Le plaisir de te lever le matin, d'être rendu sur ton milieu de travail directement, tu descends les marches, tu es rendu au travail, puis vice-versa. Ça permet d'avoir une qualité de vie qui est de profiter un peu plus puis de prendre le temps de faire les choses. Là. Moi, je perdais probablement une quinzaine d'heures en automobile, dans le trafic. Fait que c'est quand même ça de plus par semaine que tu gagnes. C'est beaucoup, là. Ça joue sur la qualité de vie. Là. OK, c'est un gros filtre. Oui, c'est un gros filtre. Tu vas enlever toutes les particules qu'il y a dans l'eau. OK. Ensuite de ça, moi, j'ai la capacité de pomper l'eau ici qui a été nettoyée puis de la réutiliser. Donc ici, actuellement, on utilise à peu près 20 000 litres d'eau neuve à l'heure. Si on tombait dans le système en réutilisation qui va être en opération cet hiver, on va opérer à peu près avec 500 000 litres à l'heure. Donc, on coupe la quantité d'eau de pas loin de 90 La recirculation en aquaculture, c'est l'avenir, c'est ce qui se fait de plus en plus parce que les quantités d'eau ne sont plus... Tu peux plus utiliser autant d'eau que tu voulais. Ici, la pisciculture utilise 230 000 litres d'eau à l'heure. C'est beaucoup d'eau. J'ai la chance d'avoir une grosse possibilité hydrique ici. Mais définitivement, d'en utiliser moins, c'est pas quelque chose de négatif. Moi, je vois l'avenir qui s'en vient. C'est sûr qu'il me laisse plus l'avenir va aller, puis moins on va pouvoir utiliser d'eau. Donc, d'intégrer des technologies comme ça, c'est bénéfique pour c'est bénéfique, puis ça permet justement en hiver de chauffer l'eau parce que la quantité d'eau neuve est plus petite. Fait que ça, c'est vraiment un gros avantage, puis ça permet de réutiliser l'eau à différents endroits. Bien, pour moi, c'est l'entreprise d'avenir, en fait. Quand on regarde les tendances mondiales, partout dans le monde, l'aquaculture est en croissance. Il y a juste au Québec qu'il y a un ralentissement parce qu'il n'y a pas de génération qui est prête à prendre la relève. Pour moi, je vois juste ça comme un gros marché ouvert, puis que je peux juste me lancer dedans, puis avoir l'opportunité de faire ce que je veux, puis d'être capable d'en vivre. Là. Fait que non, pour moi, l'aquaculture, oui, il y a une diminution. Il va y avoir des petites entreprises qui vont fermer parce qu'ils ne sont pas capables d'être rentables. Ça, c'est normal, je pense, avec les exigences du marché. Il va y avoir une modification, mais pour moi, c'est juste un petit creux de vague avant d'avoir une croissance, parce qu'à un moment donné, le Québec n'aura pas le choix de suivre le reste du monde. En ce moment, on produit à peu près 2 % de ce qu'on consomme en poisson dans la province. Donc, il y a possibilité d'en faire, puis on a de l'eau en quantité exceptionnelle. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de frein à l'aquaculture. C'est juste qu'il y ait des entrepreneurs qui s'y intéressent puis qui se lancent là-dedans. Présentement, il y a beaucoup de place pour des nouvelles entreprises. Puis d'avoir plus d'entreprises, ça aiderait le milieu parce que ça permettrait de consolider des fois des plus petites, des choses comme ça. Fait que ça permettrait aussi de créer des marchés parce que présentement, les marchés sont tous à créer. Donc, il y a de la place. Alors, il y a de la place, à mes yeux, il y en a beaucoup. C'est une question de vision. Moi, je vois beaucoup le marché de la table, qui est vraiment, pour moi, celui que je veux développer et dans lequel je veux m'inscrire. Puis à ce niveau-là, puis même aussi au niveau de l'ensemencement, il y a des pénuries à toutes les années. Fait qu'il y a vraiment il y a de la place pour des nouvelles entreprises. Je suis fier de ma clientèle, d'être capable d'aller chercher des marchés de haut niveau. Ça aussi, c'est beaucoup. Puis je pense que plus que j'y pense, ma plus belle fierté, c'est le partenariat qu'on a fait avec le fumoir Saint-Antoine pour fumer éventuellement de l'ombre chevalier. On approche de plus en plus d'un produit fini. Là. Les poissons sont presque rendus au format qu'on aura besoin. Puis ça, je pense que c'est une belle réussite de faire du poisson de gros format au Québec, des poissons de 6 à 8 livres. Il n'y a pas beaucoup de producteurs qui font ça. Dans l'ombre chevalier, encore moins. Puis là, d'y aller avec un fumage, de faire un produit de Charlevoix qui va être entièrement fait localement, ça, pour moi, c'est vraiment ça va être une belle réussite. Puis ça a été un beau défi, puis ça va être un beau projet à perpétuer dans les années qui viennent. Finalement, l'étape primaire, ça va être l'extraction des œufs, l'extraction de la laitance. Ça va se faire en automne. L'ombre chevalier, ça va se faire autour du mois de septembre versus la mouchetée vers le mois de octobre-novembre. Donc, moi, souvent, je vais te donner un exemple, c'est le principe du tube de pâte à dents. Donc, quand les poissons sont prêts, on pèse et ça va sortir. On fait les mélanges, on fait la fécondation, on incube. L'incubation, ça va prendre à peu près de 30 à 60 jours, dépendamment de la température d'incubation. Ensuite de ça, on a une éclosion. Il y a une période avant de commencer à nourrir parce que les poissons, quand ils éclosent, ne sont pas parfaitement formés encore. Ils vont rester encore une partie de l'œuf, qui est le sac vitellin, qui va rester accroché sur le poisson. Donc, à ce moment-là, ils ne se nourrissent pas par eux-mêmes. Ils vont se nourrir à partir du sac. Puis, ils vont finir de se nourrir de ce sac-là. Là, à ce moment-là, il va décoller du fond. Puis là, on commence à les nourrir. Puis là, c'est sûr que ça va être différentes grosseurs de moulées. Les poissons, quand ils éclosent, on parle des fois des 0,5 grammes, du demi-gramme, du quart de gramme quand ça éclot. C'est vraiment petit pour
au bout de 2 ans, à force de les nourrir, d'arriver à du 2000, 3000 grammes, 2 à 3 kilos là, pour des poissons qui sont prêts pour la table. Et présentement, le CA actuel permet une production de 6 tonnes. On est en train de faire une augmentation vers 20 tonnes. Donc c'est dans quelle catégorie, ça, de production? Est-ce que c'est une bonne grosse non, production? Non, à 6 tonnes, on tombe vraiment dans les catégories des plus petites qu'il y a dans la province, parce que les entreprises vont partir à peu près de ça, là, les plus petites autour de 5 tonnes, puis les plus grosses vont aller, la plus grosse va aller autour de 200, 220 tonnes. Mais sauf que, évidemment, tu vas avoir du 220 tonnes, mais rapidement, ça va baisser autour de 60 tonnes. Tu as quelques entreprises, puis la moyenne devrait se situer autour d'une trentaine de tonnes. Donc ici, on vise de monter à 20 tonnes dans les prochaines années. Là. On est en train de faire les démarches pour ça. Puis c'est sûr que je vise quand même plus gros que 20 tonnes, donc il y a des projets aussi qui vont suivre. Fait que là, on va essayer d'en choisir un beau gros. Là. C'est un souper, là, un gros souper. Là. Presque parfait. On va regarder si on a... On a-tu un beau gros là-dedans? Non. Non? Bon, on recommence. On les a brassés, ils sont tous là-bas. Ouais, ils sont tous là-bas. Tiens, attends, on va faire une petite marche de côté. Les gros vont ici. Ils sont là, les gros. Hey, mais tu dois te faire des bras juste à faire ça? Oh oui. Ah, ben ouais. Ah oui, il y en a des plus gros là-dedans, là. Là, tu t'en vas où avec ça? On va s'en aller choisir notre souper du jour, mais je pense qu'on l'a... On l'a-tu? On l'a identifié, là. Je pense bien que lui, Hey ici, boy! là, Hey boy! ça va être merveilleux. OK, qu'est-ce que tu fais avec, là? On va juste le mettre ici. OK. Attends un peu, tu as le plus. Voyons. Ben, tiens, attends, on peut... Ah, toi, tu vas- C'était juste une question de pouvoir bien le voir, là. Tiens. OK. Voilà, de ça. Wow! Fait que ça, c'est un poisson d'à peu près 3 livres, Voyons. qui est bien vigoureux. Ah oui, OK, il y a 3... voyons. Ouais, 3 livres pour à peu près un poisson de 2 ans. Ah! Wow, il est beau, hein? C'est sûr que les chefs, ce qui les intéresse le plus dans le produit, c'est la fraîcheur. OK. Nous autres, on va abattre soit la veille ou la journée même que ça va être livré. Donc ça, pour eux autres, c'est quelque chose de très intéressant d'avoir un produit vraiment là, qui arrive avec une fraîcheur exceptionnelle. Ça, ils vont adorer ça. C'est sûr que la couleur aussi dans les filets, c'est quelque chose qui est important. L'ombre chevalier a vraiment une belle couleur orange brûlée qui est vraiment très appétissante, là, qui se tient un petit peu entre le rouge de la truite puis l'orange du saumon. Là. Fait que ça, ils aiment beaucoup ça aussi, la coloration, que ce soit pour faire des tartares ou quand ils vont le travailler cru, là, ça paraît bien dans l'assiette. Hey, faut pas nourrir les caméramans! Le plus beau conseil, je dirais, viens passer un mois ici à Pisciculture avec moi. Écoute, faut que tu le vives pour comprendre. Tu sais, moi, j'ai passé 3 ans à étudier ça, puis c'est loin de la réalité de l'école. Là. Fait que ça, là, le plus important, passer du temps en entreprise, que ce soit chez nous ou n'importe quelle autre entreprise, puis faites-en beaucoup, parce que chaque personne a un peu sa petite recette à lui. Il n'y a personne qui a la science infuse puis qui a la meilleure. Fait que d'essayer de faire le plus d'entreprises, ça serait l'idéal. Parler avec des producteurs. Côtoyer des producteurs, ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, le plus important, parce que c'est pas le temps, il faut que tu as acheté une entreprise, de te rendre compte que tu n'aimes pas ça, parce que c'est des gros investissements, puis ça reste que c'est du vivant à l'autre bout. Fait que ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Parfait. Ben, merci beaucoup, Benoît. Mais ça fait plaisir. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur la pisciculture. Merci également à nos 2 invités de nous avoir accueillis cette semaine. Et surtout, je vous encourage à consommer les poissons qui sont produits ici au Québec. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les produits de Pisciculture Charlevoix à l'hôtel La Ferme de Charlevoix, également au restaurant Le Panache à Québec et dans plusieurs IGA de la région de Québec également. Alors, je vous souhaite une très belle semaine et tant qu'à moi, je m'en vais pêcher le crabe à soleil. Je vais faire quand je m'en vais pêcher le crapet soleil qui est en arrière de la caméra. Ah oui, je vais faire ça.